Après plusieurs années de guerre, plus de 50 chapitres de combat contre Kaido, voilà que Luffy assène le coup final à son adversaire et semble finalement remporter la victoire sur l'empereur aux 100 bêtes. Nous arrivons officiellement à la fin d'Onigashima, à la fin de Wano Kuni, et Kaido ne sera plus une menace pour ce pays grâce à Nika, le dieu du soleil. Le démon d'Onigashima nous offre ainsi, et pour la première fois, le flashback de son passé. L'enfance de Kaido nous est révélée, du royaume où il a grandi, en passant par son intégration des Rocks jusqu'à la formation de son équipage aux 100 bêtes sur Wano Kuni. Alors préparez-vous, car entre théorie, analyse et chronologie, vous allez avoir besoin de concentration pour profiter pleinement de cette nouvelle review. Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 1049 de One Piece, un chapitre très spécial qui marquerait ni plus ni moins que la fin du combat de Luffy contre Kaido et le premier flashback de ce dernier. C'est donc un événement historique rempli de mystères et secrets que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Nous sommes bientôt 300 000 sur la chaîne les Nakama, alors n'hésitez pas et abonnez-vous pour qu'on atteigne ce palier ensemble. Vous êtes presque la moitié à visionner sans être abonné, alors rejoignez la flotte, montez sur le navire et voguez avec nous jusqu'à la fin de One Piece. Le petit like habituel aidera aussi au référencement et au développement de la chaîne, alors merci à tous et préparez-vous pour voyager jusqu'au nouveau monde dans cette nouvelle review du chapitre 1049. Encore une fois, ce chapitre suit directement la fin du précédent. La collision des attaques de Luffy et Kaido a lieu, après de brefs compliments venant de la part du Yonko sur l'endurance et la combativité dont a fait preuve Luffy durant tout ce combat, il lui dit une chose: il n'y a aucun moyen que tu puisses changer le monde. C'est sur cette phrase que se dévoile pour la première fois le flashback de l'enfance de Kaido. Pour cette occasion que nous attendions depuis de nombreuses années, découvrons la chronologie complète des événements ayant eu lieu dans une époque où Luffy n'était pas encore né. Premier flashback, c'était il y a 49 ans. Kaido n'avait alors que 10 ans et servait comme soldat au sein du royaume Vodka. D'après les citoyens de ce royaume, Kaido était le plus fort des soldats tout en ayant une soif intangible de combat et de bataille. Seulement 3 ans plus tard, il y a 46 ans, Kaido avait alors 13 ans et sa vie a pris une nouvelle tournure. Le royaume Vodka, qui semble être davantage un lieu de résidence que son pays d'origine, ne peut s'arrêter de participer à différentes guerres pour la triste raison de devoir récolter suffisamment d'argent afin de payer le tribut céleste au Tenryubito. S'ils ne le font pas, alors ils seront considérés comme des parias aux yeux du gouvernement mondial et perdront leurs droits humains et fondamentaux. Une histoire relativement similaire à celle de Barbe Blanche, un orphelin dont le pays en ruine ne pouvait se permettre de payer les tribus célestes et en proie à toutes sortes de dangers. Kaido, ne comprenant pas une telle soumission envers le gouvernement mondial, se retrouve quelques temps plus tard, mais toujours la même année, enchaîné dans la salle du trône et prêt à être livré à la marine par son roi. En effet, ce roi, dont l'identité est toujours inconnue, a échangé son plus puissant soldat contre une place à la rêverie. Kaido est désormais, à l'âge de 13 ans, un soldat de la marine, mais aussi un outil politique. Mais la route en direction du QG de la marine ne s'est pas déroulée comme prévu et Kaido s'est échappé du navire qui le transportait. C'est ainsi que débuta sa carrière dans la piraterie. La première de ses 18 captures par la marine recensée lors de son introduction au chapitre 795 a été révélée. Mais pas seulement, puisque c'est aussi sa première prime qui a été dévoilée au monde, une prime de 70 millions de berries. Une prime 20 millions supérieure au premier avis de recherche de Lin et 40 millions à celle de Luffy, ce qui est un véritable exploit pour des enfants qui représentent comme seul vrai danger une force militaire et non une connaissance des poneglyphes comme Robin. Entre ses 13 et ses 15 ans, sans que ce soit réellement précisé, Kaido semble réellement avoir pris connaissance de sa force et décida de se laisser capturer par la marine à plusieurs reprises pour profiter des vivres sur les navires prisonniers, remplissant son estomac vide et ainsi s'enfuir jusqu'à ce qu'il ait faim à nouveau. Les dires du narrateur se justifie encore aujourd'hui. Parmi les 18 captures de la marine, sans doute l'intégralité d'entre elles avait comme objectif de rassasier le jeune pirate, sauf peut-être celle qui le conduira à Punk Hazard bien des années plus tard, là où il rencontrera King. La vie de Kaido prendra un tournant il y a 44 ans, lorsqu'il n'avait que 15 ans. Nous le retrouvons sur l'île de la Ruche, connue pour être le territoire de Barbe Noire et avoir été le territoire de Chebek, massacrant les pirates de ce dernier. Les agissements de Kaido ont attiré l'attention du capitaine et un jeune Barbe Blanche âgé alors de 28 ans lui propose une rencontre avec Rox. Suite à cela, Kaido rejoindra officiellement l'équipage pirate ayant compté pas moins de 3 futurs empereurs. Le flashback ne s'arrête pas là pour autant et même si nous n'avons pas de date précise, cela doit être il y a 38 ans, en 1486, lorsque Kaido avait alors
21 ans. Le seul élément pouvant nous confirmer cette date, c'est l'événement de God Valley. D'après Big Mom, quelque chose d'important est en train de se passer et ils doivent se rendre immédiatement à God Valley. La suite, nous la connaissons puisque Garp et Roger s'allieront pour stopper la progression de Rox et son équipage en tuant leur capitaine. Les Rox se séparent, Big Mom a offert à Kaido le Uo-Uonomi modèle Dragon Azur et ce dernier disparut dans la nature. Ce n'est que 10 ans plus tard que nous le retrouvons, il y a 28 ans, Kaido avait alors 31 ans. Nous le retrouvons cette fois-ci dans son QG, sans doute sur Onigashima à Wano Kuni, puisque c'est une native du pays qui viendra rencontrer l'empereur Higurashi, la grand-mère d'Orochi. En mentionnant elle-même les événements de God Valley d'une manière très personnelle, sa présence au sein des Rox pourrait alors être aujourd'hui plus que jamais une certitude. Nous en parlions récemment avec Nina, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne également pour l'aider à atteindre le cap symbolique des 100 000 abonnés, ces théories sont de véritables pépites. Et effectivement, beaucoup d'éléments suggèrent que la vieille Kurozomi fut un temps dans l'équipage des Rox, qui expliquerait pourquoi elle disait à Orochi qu'elle a voyagé loin de Wano Kuni, comment elle a pu trouver le Zoan du Yamata no Orochi et pourquoi elle pouvait changer son visage en celui de Shiki, étant lui-même un ancien Rox. L'ironie de la chose est que les Rox sont connus pour leur traîtrise entre eux et leur tendance à s'entretuer à travers plusieurs mutineries, et c'est justement Kaido qui a tué Higurashi, comme si les vieilles habitudes des Rox avaient repris le dessus. Outre ça, cette année de 1496 est l'une des plus importantes de l'histoire de One Piece, tant d'événements se sont déroulés simultanément. Pour preuve, Roger est tombé malade, le père d'Oden est décédé, Barbe Blanche recrute Teach étant enfant, et Yamato et Momonosuke sont nés. Ce Kaido que nous voyons venait ou allait donc être papa. Ce flashback prend fin, même si nous allons y revenir un peu plus tard, non pas pour la chronologie mais pour une autre théorie, là où je parlerai plus en détail de Kaido, de son rêve et de son rapport avec Joy Boy. Nous arrivons finalement à la fin de Nigashima. Le feu consumant l'île est éteint par l'eau de Reizo tandis que son évacuation occasionne un véritable drame. La disparition des nuages de feu de Kaido supportant Onigashima en l'air. Sa chute imminente et les morts qu'elle va entraîner obligent Momonosuke à enfin utiliser le plein potentiel de son fruit du démon et d'invoquer à son tour les nuages de flammes pour permettre à l'île d'atterrir en douceur. Luffy quant à lui frappe enfin Kaido avec son Gomu Gomu no Bajrangun, surpassant l'enveloppe de magma qui entourait l'empereur, assénant toute la puissance qu'il avait en lui pour finalement, après presque 50 chapitres de combat et 2 ans et demi d'aventure, vaincre les plus de 4 milliards et 600 millions de berries de Kaido. C'est fini, le dragon s'engouffre dans les tréfonds de Wano Kuni, signant normalement la fin de ce combat légendaire aux nombreux rebondissements. Alors ça y est, c'est vraiment la fin. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, nombreuses sont les fois où nous avons cru à une victoire ou une défaite définitive d'un protagoniste ou d'un antagoniste. Alors tout porte à croire cette fois-ci que Kaido est bel et bien vaincu, que Luffy sera déclaré grand gagnant au prochain chapitre et que les frontières de Wano Kuni seront enfin ouvertes. C'est un peu émouvant et je dois dire ne pas encore vraiment réalisé. Oda nous a tellement habitués à rallonger ce combat que je n'arrive pas à me dire que c'est bon, c'est fini et on va devoir passer à autre chose. Peut-être car j'ai encore les paroles d'Oda en tête disant que Luffy n'allait pas battre Kaido d'un coup de poing alors que c'est finalement exactement ce qui s'est passé. L'empereur est-il vraiment défait ou Oda a-t-il trahi sa promesse? Kaido n'est vraiment pas un pirate facile à défaire même pour son écrivain. Comme nous l'avons vu, chaque fois qu'il a tenté d'être emprisonné, il a coulé les bateaux qui le retenaient. Il est donc très peu probable que nous le voyions retenu en captivité en plein Impel Down comme ce fut le cas pour Ace lors de sa défaite. Alors, ça y est, est-il mort? Son rêve est-il atteint? Eh bien, évidemment que non. Luffy ne tue jamais ses adversaires et si ça doit arriver, alors c'est que nous ne lisons plus One Piece, tout simplement. Si Kaido cherche véritablement la mort, ce n'est certainement pas Luffy qui le lui offrira. Étonnamment, je trouve cette fin très floue et j'ai énormément de mal à me projeter sur un futur aussi court que les prochains chapitres. C'est pour cette raison que nous allons tout de suite passer aux parties théories de ce chapitre qui constitueront le plus gros du travail de cette review. Alors c'est parti à nouveau. Que pouvons-nous concrètement déduire de ce bref flashback révélant malgré tout une partie de l'histoire de ce Yonko? Plus précisément, pourquoi Rox et la marine recherchaient-ils cet enfant au point que Chebek lui-même s'en intéresse ou qu'un roi puisse l'échanger contre une place à la rêverie? Eh bien, j'ai peut-être un début d'explication. Une explication qui serait liée à God Valley et peut-être même à une partie antique de One Piece. Voici donc ma théorie. Le monde de One Piece est connu pour sa biodiversité absolument incroyable. Les races humanoïdes, animales ou même végétales
occidentales sont plus variées que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Malheureusement, il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'une espèce tente de prendre le contrôle sur toutes les autres, les humains et plus particulièrement les Tenryubito. La pire calamité qu'ils aient pu déclencher sur ce monde n'est nulle autre que l'esclavagisme. Pour leur plaisir personnel ou pour les faire travailler contre leur gré, les dragons célestes ont bâti leur empire sur le sang et les larmes de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'êtres vivants. Ça, nous le savions déjà depuis leur introduction, mais ce sentiment a trouvé une nouvelle forme lors d'une des révélations les plus choquantes de One Piece ces dernières années, God Valley et son histoire. God Valley était une île un petit peu particulière. Je parle d'elle au passé car elle disparut sans laisser de traces après une grande bataille s'étant déroulée il y a 38 ans. Une bataille opposant de véritables légendes, Goldie Roger et Garp, contre Rox D'Chebek et son équipage. Et si je dis qu'elle est particulière, c'est à cause de ses fonctions. En effet, God Valley était une île privée des Tenryubito, bien que Marie-Joise, leur habitat et quartier général existaient déjà à cette époque. Le véritable but de ce lieu est encore un mystère, pour autant God Valley est connu pour être l'endroit où les Tenryubito habitaient avec leurs esclaves. C'est d'ailleurs pour les protéger, eux et les dragons célestes, que Garp et Roger se sont associés pour affronter les Rox qui menaçaient cette île. Cependant, quel est le lien avec Kaido et son flashback dévoilé dans ce chapitre? Eh bien c'est assez simple. Je me suis posé deux questions. Tout d'abord, pourquoi le roi du royaume Vodka a-t-il vendu Kaido à la marine? Du moins, pourquoi la marine elle-même cherchait-elle à le capturer? C'est vrai, après tout, Kaido devait avoir une grande valeur pour que son échange puisse conférer au roi de Vodka une place à la rêverie. Il était donc recherché pour une raison officiellement inconnue, outre que son aspect belliqueux, et j'ai ma petite idée. Effectivement, la suite, pourquoi Chebek s'est-il intéressé à ce jeune garçon? Pourquoi avoir voulu le recruter alors qu'il avait déjà des monstres bien plus expérimentés et même plus puissants que lui à cette époque? Eh bien, je pense que tout a à voir avec God Valley précisément. En comprenant mon raisonnement, vous comprendrez comment et pourquoi Chebek s'est autant intéressé à cette île et pourquoi le gouvernement, lui, s'est autant intéressé à Kaido. Les événements de God Valley auraient eu comme simple déclencheur Kaido lui-même. Reprenons brièvement ce que je vous ai dit plus tôt. Chebek a mis la main sur certains tabous de ce monde en attaquant God Valley. Ce sont en tout cas les mots de Sengoku lorsqu'il expliquait cet incident aux soldats de la marine. Or, ce terme de tabou, on le retrouve déjà dans One Piece pour parler d'un sujet très proche et lié de God Valley, l'esclavagisme. En effet, c'est Jinbei qui, en parlant de Fisher Tiger et de son attaque de Marie-Joise, disait que son ancien capitaine avait choisi d'enfreindre le plus grand tabou de ce monde en attaquant seul Marie-Joise afin de sauver les esclaves qui s'y trouvaient. C'est donc plutôt simple à comprendre, l'esclavagisme des dragons célestes représente un véritable tabou que très peu ont été capables de défier si ce n'est Chebek et Fisher Tiger. God Valley n'aurait donc pas été un simple lieu d'esclavagisme puisqu'il y avait déjà Marie-Joise pour ça, bien au contraire, les esclaves de God Valley auraient été différents de ce qu'on avait l'habitude de voir en faisant partie de races antiques de l'univers de One Piece. C'est sur cette île que les Tenryubito auraient gardé leurs esclaves les plus précieux, ceux qu'ils voulaient cacher jalousement des yeux du monde. C'est d'ici que viendrait King, et c'est d'ici que viendrait le jeune Kaido. En effet, celui qui deviendra plus tard l'empereur aux 100 bêtes aurait tout simplement été réduit en esclavage sur God Valley dans son enfance. Lui qui provient d'une espèce de Oni dont il tire sa force légendaire, serait l'un des rares survivants de sa lignée et n'aurait connu que la soumission avant de pouvoir s'échapper de cette île il y a plus de 50 ans. Il s'est toujours libéré de ses chaînes et c'est en se libérant de celle des dragons célestes qu'il aurait pu rejoindre le royaume de Vodka. Il ne serait en réalité pas originaire de cette île, mais pour survivre, le travail de soldat lui convenait parfaitement et il avait la force nécessaire pour remplir ce rôle. Or, Kaido a été retrouvé. Cette fois-ci, ce n'est pas le gouvernement qui s'est intéressé à lui, mais la marine. Même s'il est un rescapé de God Valley, sa puissance est trop grande pour y retourner et tout comme Big Mom, la marine voit en lui le potentiel d'un futur grand amiral. Rendre Kaido au gouvernement était alors le seul moyen qu'avait le royaume de Vodka pour espérer survivre. En apprenant l'existence de God Valley de la bouche de Kaido et des potentiels membres de races incroyablement puissants qui pourraient y vivre, réduits en esclavage, Chebek aurait décidé de s'y rendre et de les libérer pour créer le chaos. La force de son équipage aurait augmenté, Chebek aurait été encore plus proche de devenir le pirate ultime, jusqu'à ce qu'il se fasse stopper par Roger et Garp et que la suite de l'histoire soit connue de tous. Cette théorie faisant de Kaido un rescapé de God Valley dans son enfance et que cette île soit un lieu où les Tenryubito gardent jalousement leurs esclaves les plus précieux correspond également parfaitement à un autre personnage qui n'est nul autre que King. C'est sur God Valley, la vallée des dieux, que certains membres de la tribu de King se seraient retrouvés enchaînés par les dragons célestes. Les Rox le savaient, c'est pourquoi Barbe Blanche, Big Mom et évidemment Kaido connaissent l'existence de la tribu de King. Barbe Blanche racontait l'histoire du pays de dieu au-dessus de Redline, le pays des Lunarians. Il s'agit d'une espèce éteinte que Big Mom voulait récupérer puisque son désir était de réunir toutes les races du monde dans son pays, et Kaido, lui, a récupéré l'un d'entre eux pour en faire son plus puissant commandant. Ces trois
trois empereurs ont tous comme point commun d'avoir participé à la bataille de God Valley aux côtés de Rox d'Ichebek. Ironiquement, ce sont également les trois seuls à connaître les Lunariens. Tout simplement car c'est sur cette île antique que les Tenryubito cachaient leurs esclaves les plus précieux, ceux venant bien avant du siècle oublié. Toute cette histoire aurait ni plus ni moins comme antagonistes principaux les Tenryubito et le gouvernement mondial, car ce sont eux à l'origine de l'esclavagisme auquel Luffy devra mettre fin. Ce qui serait encore plus fou dans cette histoire, si cette théorie de Kaido esclave des Tenryubito de God Valley se réalise, c'est qu'indirectement, il aurait fait subir exactement le même sort qu'il a subi à sa propre fille. Il aurait été réduit en esclavage par des monstres se faisant rappeler dragons, et c'est en étant un dragon qu'il a retenu Yamato prisonnière. Il aurait été prisonnier sur l'île des dieux, Yamato quant à elle a été prisonnière sur l'île des démons. Maintenant passons à la partie suivante, une partie qui concernera Joy Boy et comment Kaido a pu découvrir son existence. Après avoir parlé des origines de Kaido et de sa potentielle présence sur God Valley dans sa plus tendre enfance, parlons de son lien avec Joy Boy et de son véritable rêve. Une chose a été très clairement voulue par Oda dans ce chapitre, le désir de montrer dans quel contexte a évolué Kaido. À la différence de Big Mom qui était une petite fille plutôt bien entourée et au calme avant que Carmel dévoile son vrai visage et l'apparition de Streusen, Kaido lui semble avoir toujours vécu sur le champ de bataille. C'est un soldat qui est devenu un monstre au fil des années, il ne vit que pour être sur le terrain à combattre car c'est seulement de cette façon qu'on lui a appris à être utile. À travers ce personnage, Oda pourrait donc émettre une nouvelle critique de notre société, là où certains enfants dans certains pays sont forcés de prendre les armes, brisant leur innocence jusqu'à la fin de leur jour. Pas seulement, Kaido semblait malgré tout avoir un monde idéal, un monde de liberté et d'égalité. Et c'est ça la clé, c'est la clé de Joy Boy, de Luffy et du One Piece en général. Chacun veut en réalité le même monde, chacun a le même idéal. Big Mom souhaitait vivre heureuse, entourée de toutes les races du monde. Kaido voulait contrecarrer les politiciens et les nobles qui alimentent les guerres sans y participer eux-mêmes. Barbe Blanche lui voulait une famille puisque tout comme Kaido, il a vécu isolé, seul et orphelin à cause de la guerre. Luffy lui l'a très bien dit à son tour dans ce chapitre, le monde auquel il aspire c'est un monde où ses amis n'auront jamais faim et où leur cœur sera toujours en joie. L'ironie de la chose est que chacun de ces quatre personnages ont un rêve presque similaire, presque commun, et pouvant parfaitement cohabiter ensemble. Cependant, chacun d'eux suit un chemin bien précis que d'autres ne peuvent arpenter. Étonnamment, dans chaque mention d'un monde idéal, Joy Boy fait son apparition. Chacun semble avoir sa vision de Joy Boy et de ce qu'il pourrait lui apporter. La preuve que Joy Boy est destiné à refaçonner le monde avec la phrase finale de Kaido à Luffy. Quel monde peux-tu construire ? Cela confirme que Joy Boy peut créer une nouvelle société, mais par-dessus tout que pour la première fois, Kaido reconnaît cette entité en Luffy, car seul Joy Boy pouvait le vaincre. Et si Luffy a réussi cet exploit, alors Luffy est tout naturellement l'élu attendu sur Wano. Pour autant, Kaido ne semble pas avoir de haine ou de rancœur, presque comme s'il espérait voir l'apparition de Joy Boy malgré le rôle qu'il aura de le vaincre. Tout à l'heure, je vous mentionnais ma théorie comme quoi Kaido venait de God Valley et qu'il aurait été un esclave de cette île parvenu à s'en échapper grâce à sa puissance démesurée, et un des éléments me poussant à penser une telle chose se trouve justement en Joy Boy. Quel est le point commun entre tous ceux ayant mentionné cette entité et tous ceux liés de près ou de loin à cette légende? C'est simple, il s'agit justement et encore de l'esclavagisme. L'île des hommes poissons, là où se trouve la première mention de Joy Boy gravée sur un poneglyphe, lie cette entité à ce peuple dont l'esclavagisme fait tristement partie de leur histoire. Ensuite vient Yamato qui apprendra l'existence de Joy Boy et rêvera de son apparition après avoir analysé le carnet d'Oden. Elle-même fut enchaînée et prisonnière de son père et devra attendre l'arrivée de Luffy pour découvrir la liberté. Pour finir, King. L'histoire de King est l'une des plus passionnantes qu'Oda a eu l'occasion de nous révéler dans cette guerre de Nigashima. L'existence d'une tribu ayant vécu sur Redline à la place de Marie-Joise avant que les Tenryubito décident de procéder à l'éradication de cette race, j'avais l'impression, sans savoir pourquoi, de découvrir une partie du One Piece. King connaissait la légende de Joy Boy et ce depuis bien des années. Or, il fut lui aussi dans sa jeunesse un prisonnier de la marine comme l'atteste sa présence dans les laboratoires scientifiques de Punk Hazard. Alors comme vous l'aurez constaté, hors équipage de Roger, tous ceux ayant parlé de Joy Boy, tous ceux qui connaissent le mythe de cette entité libératrice, qui peut également prendre le nom de Nika, ont également un passé d'esclave ou de prisonnier. Et si Kaido, lui qui semblait connaître la légende de cet élu capable de recréer le monde, l'avait découvert lors de son passé d'esclave au sein de God Valley. Si ce jeune rescapé de l'espèce d'Eoni, qui ne vit que pour les batailles, espérait voir le monde de Joy Boy, un monde d'égalité et de liberté. L'apparition de cette entité devant lui à travers Luffy donnera peut-être enfin le goût à Kaido de vivre et d'arrêter de chercher la mort comme il semble tant aimer le faire.
Au final, que retenir de ce chapitre? Eh bien comme je le disais, j'ai encore du mal à imaginer que ce soit réellement la fin. J'ai d'un côté très hâte d'avoir la suite puisque Onigashima a été un arc entier implanté dans un autre arc. Ça a été intense mais très long et pas toujours passionnant, surtout pour une sortie hebdomadaire. Donc je suis vraiment content et même satisfait de cette bataille en général, même si évidemment ça aurait pu être bien mieux. Certains combats ont été un peu mal gérés à mon goût, le rythme a été également compliqué à suivre, même si côté révélation et histoire, j'étais aux anges. Pour revenir au chapitre en lui-même, il faut croire qu'il n'est que le début d'une grande série de révélations. Nous allons par exemple enfin voir Momonosuke adulte sans sa forme dragon, et ce pour la première fois. Dès le prochain chapitre, sa transformation risque de s'annuler et Momonosuke à son âge véritable apparaîtra sous nos yeux. Le CP0 ayant fait une apparition furtive dans ce chapitre était montré quittant l'île. Il va alors sûrement rejoindre les navires de la marine et du gouvernement aux abords de Wano Kuni et faire son rapport sur ce qu'il a vu, un rapport qui sera absolument déterminant sur la suite de One Piece. Le principal intéressé sera Luffy, lui qui a éveillé son fruit du démon et possédant le pouvoir du Ito Itonomi modèle Nika, tant craint par le gouvernement. Cette information d'une importance capitale changera absolument toute l'œuvre une fois qu'elle parviendra aux oreilles du Gorosei. Ils vont clairement passer à une autre vitesse et évidemment la prime de Luffy va atteindre des sommets absolument fous, mais ça nous en reparlerons bientôt. Je soupçonne malgré tout une attaque de la marine et du gouvernement sur Wano Kuni. Là, maintenant, tout le monde est exténué du combat qu'ils viennent de mener, la plupart sont KO et c'est le moment parfait pour eux de mener leur mission à bien. N'oublions pas qu'ils souhaitaient capturer Nico Robin, que Kaido et Big Mom devront logiquement et eux aussi être arrêtés et placés dans une prison spéciale du gouvernement, une prison peut-être créée sur mesure bien plus sécurisée qu'Impel Down. La suite, comme vous le voyez, sera vraiment légendaire. Mais est-ce pour autant la vraie fin de Kaido ? La fin de ces flashbacks. Si on compare les flashbacks d'un autre empereur, à savoir Big Mom, et si Oda veut véritablement dévoiler autant sur l'un que sur l'autre, alors le passé de Kaido doit être encore un petit peu plus étoffé. Je pense notamment au royaume Vodka, son lieu de résidence dans son enfance. Si le roi a eu un accès à la rêverie après avoir vendu Kaido à la marine, pourquoi ne l'avons-nous pas vu durant la dernière rêverie? Pourquoi ce royaume semble ne pas avoir existé? Je ne serais pas étonné que sans la force de Kaido, le royaume ne soit plus parvenu à gagner aucune guerre et qu'il s'est retrouvé détruit et réduit en esclavage par les Tenryubito à qui il ne pouvait plus payer de tribut céleste. Ou peut-être que simplement Kaido l'a détruit définitivement en guise de vengeance pour l'avoir vendu à la marine. Quoi qu'il en soit, le destin de ce royaume est incertain et je serais étonné qu'on n'en sache pas plus à l'avenir. Au risque de me répéter, ce genre de chapitre n'est absolument rien, contrairement à ce qui nous attend, nous avons officiellement atteint le endgame de One Piece. C'est ici et maintenant que la quête du roi des pirates va prendre une toute autre tournure. Alors préparez-vous car dans 2 semaines, notre expérience de One Piece subira un très grand chamboulement. C'est la fin de cette review les bros, merci à tous de l'avoir suivi, ça a été un véritable plaisir et honneur pour moi d'avoir analysé toute cette guerre d'Onigashima depuis le début. Merci à tous pour votre soutien, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, peace les bros.